Alors dans cette séance, on va donc étudier un protocole pour bien comprendre les architectures d'ARN. Et pour ça, on va utiliser un ARN que vous connaissez bien qui s'appelle l'ARNT, pour lequel vous avez une connaissance d'un certain nombre de rôles biologiques de ces domaines. Mais le but de ce TP, c'est vraiment d'acquérir une manière d'explorer l'ARN, non pas en rentrant tout de suite dans les détails, c'est-à-dire on prend un résidu et on va regarder toutes les interactions qu'il fait, on fait ça de résidu en résidu, on s'en sort absolument pas si on fait ça. On va plutôt déjà travailler à gros grains, c'est-à-dire ce qu'il faut c'est repérer les hélices pour ensuite repérer les jonctions qui sont un peu plus difficiles à identifier. Donc comme vous le savez sans doute, l'ARN, sous forme dépliée, une fois qu'il est transcrit, même au cours de la transcription, acquiert ce qu'on appelle une structure secondaire, donc qui est représentée ici sous sa forme de trèfle pour l'ARNT. Et cette structure secondaire, qui est plan, se replie ensuite sur elle-même pour faire la structure tridimensionnelle. Donc la structure secondaire, c'est juste l'acquisition, pour faire simple, c'est l'acquisition des hélices, c'est la formation des hélices. Et les résidus qui ne sont pas en hélice sont des résidus qui sont sous forme de jonctions. Donc le but des jonctions, c'est de relier les hélices, mais aussi et surtout de les orienter dans l'espace. Donc l'ARN, sa particularité, sa difficulté à comprendre et sa particularité, ce qui a permis de donner énormément de formes différentes à ces molécules, à l'origine de fonctions biologiques différentes et qui nous ont finalement donné naissance, sa particularité se situe dans les jonctions. Donc pour faire simple, l'ADN ne forme qu'une hélice. Donc si on donne à un acide nucléique la possibilité de ne faire qu'une hélice, il file droit, en gros. Donc il n'y a rien de particulier. Dans les ARN, certains domaines seulement forment des hélices. Et ces domaines hélicoïdaux sont ensuite placés d'une certaine manière dans l'espace grâce aux jonctions qui s'entortillent et qui font des interactions extrêmement exotiques. Alors, donc cette structure secondaire, c'est absolument pas une vue de l'esprit ou une simplification faite par l'être humain pour mieux comprendre les ARN. L'ARN passe vraiment par ce stade. Et si la structure secondaire n'est pas bonne, la structure tertiaire ne sera pas bonne non plus. Et plus les ARN sont grands, plus il y a un très grand nombre possible de structures secondaires différentes. On peut d'ailleurs mesurer dans un tube par une mesure qu'on appelle l'absorbance aux UV. On peut mesurer le passage de la structure primaire, donc la forme totalement repliée, à la structure secondaire, et de la structure secondaire à la structure tertiaire. Alors, dans ce TP, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un logiciel qui s'appelle PyMol, PyMol, dont là j'ai sa version Mac. C'est un logiciel, donc dans cette séance, on va juste apprendre les bases de la manipulation de ce logiciel, parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup pour le faire. C'est un logiciel qui fait beaucoup plus que ce pourquoi on va l'utiliser. C'est un logiciel qui vient du monde Unix. Tout ça pour dire que c'est un logiciel qui s'utilise en ligne de commande. Donc, sa vraie puissance se révèle dans l'utilisation des commandes qu'il faut connaître et apprendre. Mais il a une interface graphique qui permet, au moyen de boutons, d'utiliser les fonctions de base. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est récupérer donc un jeu de coordonnées. Donc, il faut récupérer la structure tridimensionnelle du tRNA. Donc, pour ça, il faut taper donc, PDB pour Protein Data Bank dans Google et prendre le premier hit, donc la RCSB PDB, donc la Protein Data Bank est une banque américaine, c'est la plus grande base de macromolécules biologiques au monde. Elle a démarré avec les protéines, d'où son nom. Mais depuis plus d'une vingtaine d'années, on maîtrise bien maintenant l'obtention, les protocoles expérimentaux pour obtenir des structures tridimensionnelles d'ARN. Et parmi les plus grandes molécules, les plus grosses molécules qu'on peut trouver là-dedans, on a maintenant des ARN, comme par exemple les ARN ribosomiques. Alors PDB, c'est aussi le nom du format de fichier dans lequel on va récupérer nos données. Donc pour explorer la PDB, donc on peut utiliser donc ce champ de recherche. On peut rechercher des structures sur la base des auteurs, de mots-clés. Mais la manière la plus directe de tomber sur une structure, c'est via son code à 4 lettres qu'on appelle le PDB ID. Alors, le PDB ID, on le trouve par exemple à la fin de publication, quand un laboratoire a publié une structure.
Il vous donne la possibilité de la visualiser par vous-même en vous donnant le PDB-ID. Donc le PDB-ID qui nous intéresse pour cette structure, c'est un EHZ. Donc un EHZ, voilà, donc on tombe sur le seul choix possible, hein, c'est la seule entrée qui possède ce code. On va cliquer sur ça, voilà, et on tombe sur la fiche avec un petit rappel, une petite preview en 3D de cette structure tridimensionnelle. Et le but pour nous, dans cette séance, ça va être de retrouver la structure secondaire qui a permis d'aboutir à cette structure tertiaire. Donc on a deux menus pour ça ici. Donc Display Files, on ne va pas l'utiliser, on va faire Download Files. Donc Download Files, vous avez plusieurs formats. Vous pouvez récupérer les données dans différents formats. Nous, c'est le format PDB qui va nous intéresser. Il est sous deux formes, zippé. Donc GZ, Gunzip, qui est un format zip qui vient du monde Unix, un peu l'équivalent du zip Windows. Ça, c'est pratique lorsqu'on a des centaines de PDB à récupérer d'un coup et dont les molécules sont de taille très importante. Nous, on va récupérer ça directement au format PDB. Parce qu'on a une molécule très petite, assez petite et unique. Alors je ne vais pas le récupérer là, je l'ai déjà fait, il suffit juste de cliquer là-dessus. Et lorsque ça c'est fait, vous allez dans Pmol, donc voilà le Pmol dans sa version Mac. Donc là, on va donc faire un petit file open. Alors si vous êtes sous Windows, vous devriez avoir une espèce de petite fenêtre blanche compagnon qui vous fournit justement le menu file open. Donc je fais ça et je vais chercher dans mon dossier où j'ai téléchargé mon fichier, ce fichier-là. Voilà. Alors, pour être un peu cohérent avec, vous oubliez un petit peu ce que je suis en train de faire là. Voilà. Alors comme je suis sous Mac, c'est pas exactement. Mais quand vous êtes sous PC, vous devriez, voilà, quand vous êtes sous les PC de la salle de ressources informatiques, vous avez ça. C'est sous cette forme-là que ça apparaît en premier. Alors la RNT est une molécule très intéressante parce que déjà elle n'a pas livré tous ses secrets malgré le fait qu'elle est étudiée depuis de nombreuses années et qu'elle est petite. Et c'est une molécule qui, malgré sa taille, présente une structure tridimensionnelle qui est assez élaborée et dans lequel on retrouve des caractéristiques structurales qu'on s'attendrait à retrouver parfois dans des molécules un peu plus grandes. Par exemple, typiquement, on va revenir dessus, la jonction quadruple qui est ici. Cette jonction quadruple qui relie les 4 hélices, qui est le cœur du tRNA, c'est pas des choses qu'on retrouve forcément dans des molécules un peu plus grandes. Alors, lorsque l'on a ouvert la molécule, donc nous, ce qui va nous intéresser, on va travailler uniquement avec cette fenêtre. Vous voyez que le rendu de cette molécule, on est dans un détail atomique, c'est-à-dire on voit tous les atomes, on voit tous les détails. On a une coloration qu'on appelle atomique, c'est-à-dire que chaque atome a sa couleur, donc l'oxygène est en rouge, les carbones ici sont en vert, les azotes en bleu, les atomes de phosphore en orange. Et si là on part, alors ça c'est une petite molécule, donc imaginez une plus grande molécule, donc un ribosome qui fait 3000 nucléotides, donc si on est sur des facteurs beaucoup plus importants, ici, où sont les hélices, où sont les boucles apicales, où est la jonction quadruple, donc vu comme ça c'est quand même pas évident. Donc il y a un pré-travail qu'il va falloir faire, un travail en amont où on va devoir annoter les gros domaines structuraux. Et donc on va travailler ce qu'on appelle à gros grains dans un premier temps. Il faut d'abord repérer les hélices. Quand on aura repéré les hélices, on peut repérer plus facilement les jonctions. En allant des jonctions les plus simples aux plus compliquées. Donc ça, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Et ensuite, quand on aura bien annoté, donc pour faire ça, on va passer dans un mode de représentation qui va être beaucoup plus approximatif, qu'on va appeler le mode cartoon. C'est un mode qui va nous être très utile pour repérer les gros morceaux structuraux avec plus ou moins de précision. Parfois, ce ne sera pas évident d'être sûr à 100% que l'hélice s'arrête là ou pas. Mais ce n'est pas grave parce qu'après, la deuxième étape, c'est de repasser dans un mode totalement atomique pour affiner notre annotation. Et puis surtout pour commencer à étudier les interactions, quel type de face interagit, où on a des interactions triples, etc., etc. Et ça, on ne pourra pas le faire dans le mode cartoon. Alors, donc juste un petit peu rapidement comment est structuré Pymol. Pymol, donc vous avez la fenêtre ici classique sur la gauche d'une fenêtre d'un logiciel de visualisation moléculaire ou même d'un logiciel de représentation 3D tout court. Donc vous avez, le mieux c'est de l'utiliser avec une souris à 3 boutons.
Donc, si vous restez appuyé sur le bouton gauche et que vous déplacez la souris, vous avez donc la rotation. Si vous restez appuyé sur le bouton droit et que vous déplacez la souris, vous avez et que vous tirez vers vous comme ça, vous avez le zoom. Et si vous utilisez la roulette, mais comme un clic, hein, pas comme une roulette. Parce que si vous le faites comme une roulette, ouais, vous allez voir, hop, il y a des morceaux de la molécule qui vont disparaître. Donc vous rentrez dans la molécule. Donc surtout pas. Il faut utiliser en fait la roulette comme un clic. Donc je reste appuyé sur la roulette, je déplace ma souris et j'ai la translation. Donc rotation, zoom et translation. Voilà. Alors, là, rien de bien particulier, mais par contre, ce qui va faire la particularité de Pimol, c'est ce que l'on a sur la partie droite. Et pour ceux qui ont déjà utilisé des logiciels un peu créatifs comme Photoshop ou Illustrator, l'idée est un petit peu la même, c'est-à-dire que l'on va créer des sélections pour des régions plus précises de notre molécule, ce qui va nous permettre après de n'agir que sur ces objets-là et pas exclusivement sur la molécule complète. Donc on va pouvoir sélectionner, ne travailler que sur l'hélice du bras accepteur, dire qu'on la veut en rouge dans certains rendus, qu'on veut zoomer sur cette zone-là, etc. etc. Euh, alors pour l'instant, dans cette liste, on n'a que deux choix possibles et ces deux choix pour nous vont être équivalents. Donc Pimol permet d'ouvrir plusieurs molécules. Donc c'est pour ça qu'il y a le choix All pour agir sur toutes les molécules en même temps ou après sur une seule. Donc nous, comme on n'ouvre qu'une seule molécule, le choix All, la ligne All ou la ligne AEHZ, ça fera exactement la même chose pour nous. Donc ces deux lignes sont doublons pour nous dans cette séance. Chaque ligne est accompagnée de ces 5 boutons. Donc je peux pas... il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas tout expliquer, évidemment, je vais aller direct à l'essentiel. Et en plus, ces boutons ne sont pas représentatifs de tout ce que Pymol peut faire, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont aussi en ligne de commande pour lesquelles il n'y a pas d'équivalent graphique. Donc le bouton A veut dire action, et on l'utilisera surtout pour zoom, pour center, et vous verrez un peu plus tard pour un truc qui est pratique qui va s'appeler rename selection. Après, vous avez les boutons S et H. Alors, la manière dont les menus sont faits, ça dépend un petit peu des versions que vous avez. Moi, j'ai une version de Pymol qui est un peu plus avancée que celle de salle de ressources. Donc, l'ordre, il y a une petite réorganisation des menus, mais rien de bien différent. Rien d'énormément différent, je vais dire. Donc vous avez le S-Show, ça veut dire afficher un mode de rendu. Donc Pimol a différentes manières de représenter les molécules, les macromolécules biologiques. Et là on est dans le mode Lines, et nous on va tout de suite s'intéresser au mode Cartoon, qui est le mode qui va nous permettre de simplifier la représentation de la molécule. Alors, au mode Show, il y a le mode Hide, parce qu'en fait, quand vous faites apparaître un rendu, il va se superposer sur ceux déjà affichés, au lieu de les remplacer. Et donc, si vous voulez qu'un rendu en particulier et pas les autres, il faut cacher les autres. L, le bouton Labels, on ne va pas l'utiliser ici, mais vous l'aimez bien en examen, par exemple, parce qu'il vous affiche les noms d'atomes, les noms de résidus de votre sélection. Et C, la couleur, ça permet de choisir des thèmes de couleurs différents pour la coloration atomique. Ou alors de choisir notamment que tout est en rouge, tout est en vert. Et ça va être vachement pratique pour justement notre compréhension, l'avancée dans notre compréhension du tRNA. Ok, donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va simplifier la représentation de notre molécule pour passer en mode cartoon. Alors pour faire ça, moi je fais donc sur la ligne 1EHZ, je fais hide everything, donc tout dégage, enfin plus rien n'est affiché, mais la molécule est toujours là. Et je fais show cartoon. Voilà. Donc en faisant ça, on se retrouve avec un mode évidemment beaucoup plus approximatif, parce qu'un résidu est représenté par un bâtonnet. Donc hors de question de faire un raisonnement ultra précis sur qui interagit avec qui et notamment par quelle face. Ça, c'est pas possible. Mais c'est un mode qui va nous être hyper intéressant pour faire ce travail en amont d'identification des grands domaines structuraux. Alors, quand vous êtes en mode cartoon, vous serez peut-être d'accord de dire qu'on voit beaucoup mieux effectivement les hélices, puisque ce sont ces espèces d'échelles qui ont un mouvement hélicoïdal. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à faire des sélections pour ça. Alors, la première hélice des 4 qui va nous intéresser, c'est si je passe sur mon modèle 2D. Donc, ce qui est pas mal dans un TP comme ça, c'est d'avoir une feuille de papier. Donc, moi, je l'ai avec cette application Whiteboard. C'est d'avoir une feuille de papier où on annote
vous faites le dessin et au fur et à mesure que vous annotez votre structure 3D, bah, vous faites les mêmes annotations dans la structure 2D pour que vous suiviez sur la carte 2D ce que vous faites en 3D. Donc nous, on va attaquer par cette hélice là. Hop, si je prends mon petit pointeur, c'est pratique, j'ai un petit pointeur là-dedans. Donc nous, on va attaquer par cette hélice-là, qui est ce que vous appelez, ce qu'on appelle dans la RNT le bras accepteur. Et il est facile à repérer parce que c'est celui qui porte les extrémités 5' et 3'. Alors c'est surtout l'extrémité 3' qui est très visible, puisque ce sont 4 résidus qui ressortent. Avec les 3 derniers qui forment la séquence consensus CCA, et c'est là-dessus que se fait l'aminoacylation du tRNA. Alors c'est une région qui ne va pas du tout nous intéresser dans ce TD, parce qu'elle n'est pas très sexy structuralement. Mais par contre, c'est pas une jonction, parce qu'en fait, pour qui dit jonction, dit relier des hélices entre elles. Alors là, comme c'est une extrémité, bah, à ce bout-là, il n'y a rien, quoi. Donc c'est une particularité de la RNT d'avoir une extrémité comme ça 3' qui sort, qui lui fait une fonction biologique très forte, sélectionnée par l'évolution. Mais par contre, structurellement, ça va pas illustrer notre propos aujourd'hui. Alors, la première, donc, ce qu'il faut faire, donc, c'est pas, on va pas cliquer dans tous les sens. Là, il faut faire attention. Quand on clique, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans Pimol. Donc, ce TD va être très guidé, hein. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par sélectionner cette hélice. Alors, pour sélectionner cette hélice, on clique sur un bâtonnet avec le bouton gauche. Donc, on commence par la première paire de bases, sachant que la règle pour une hélice, c'est que l'on a une hélice tant que on a une hélice tant que on a des paires de bases qui s'empilent suivant un mouvement hélicoïdal. Alors, on a des paires de bases dans ce mode lorsque vous voyez des résidus qui pointent l'un vers l'autre. Alors évidemment, comme c'est un peu, parfois, on a légèrement, ça s'écarte un petit peu. Donc voilà, mais on a quand même une paire de bases à ce niveau-là. Et une des règles importantes de l'hélice qui va nous permettre de ne pas nous tromper, parce que l'ARN a tendance à empiler ses hélices quand c'est possible, c'est qu'on a une hélice tant que les paires de bases sont formées par des résidus qui sont contigus dans la séquence. Donc une paire de bases là, avec les résidus qui sont contigus là. Et ça, c'est pour ça que j'aime bien démarrer par cette hélice là, ça va nous permettre de tout de suite... illustrer ce point-là. Donc à chaque fois quand j'ai cliqué, il y a deux choses qui s'est passé, c'est que d'une part, il y a eu un brouillard de sélection, une zone de sélection qui est apparue. Donc ces petits carrés roses sont les atomes qui sont toujours là. D'ailleurs, on voit à quel point le bâtonnet est une approximation des petits de la vue atomique. C'est un petit peu embêtant dans le mode cartoon d'ailleurs que les atomes soient toujours là, parce que parfois on veut cliquer sur un résidu et puis bam, on voit que c'est autre chose qui a été sélectionné parce que c'est un atome invisible qui a capté notre clic. Mais c'est pas grave, on peut désélectionner si on s'est trompé. La deuxième chose très importante qui s'est passée, c'est que vous avez une troisième ligne ici qui est apparue. Donc c'est une sélection. Et cette sélection est active, on va voir ce que ça veut dire tout de suite, et elle arrive avec ces 5 boutons, ce qui fait que ces boutons-là n'agissent que sur les atomes de cette sélection. Donc comme c'est la sélection active, il peut y avoir qu'une sélection active dans Pimol, tous les clics que je vais faire vont modifier cette sélection. Donc si je clique sur un bâtonnet, ça se rajoute, si je reclique sur un bâtonnet, il s'enlève, si j'ai fait une erreur. Voilà. Donc là, il faut vraiment suivre le mouvement hélicoïdal. Tant qu'on a une paire de bases qui s'empile sur la précédente, on sélectionne, et une paire de bases formée par les résidus contigus. C'est pour ça que je vais m'arrêter ici. Parce que là, on a effectivement une paire de bases qui s'empile sur la précédente, qui continue le mouvement hélicoïdal avec un léger angle, mais c'est quand même bien dans la continuité. Sauf que le résidu qui est là est bien contigu dans la séquence, avec celui-ci, mais celui-ci, pas du tout. Parce que vous voyez que le squelette sucre-phosphate, il part, il va vivre sa vie là, et puis il revient un peu plus tard. Donc l'hélice s'arrête là. En fait, on a une deuxième hélice qui est empilée sur celle qu'on vient de faire. Alors cette hélice-là, on va la renommer. Je vais l'appeler... Donc quand je fais Rename Selection, j'ai un pop-up qui apparaît ici. Renaming Cell 2, j'efface et je l'appelle H1.
Donc c'est volontaire pour moi de donner des noms un peu génériques, comme ça nous apprend aussi à, quand plus tard on utilisera ça pour explorer des molécules qu'on n'a jamais vues, des structures 3D qu'on n'a jamais vues de notre vie. Donc je valide, et vous voyez maintenant que notre hélice s'appelle H1. Voilà. Donc si je vais sur ma petite 2D, que j'utilise ça, hop, je vais l'appeler H1. Voilà, hop, bim. Ah, je ne sais pas encore trop bien l'utiliser. Ah bah si, il est là. Ok, super. J'ai cru qu'il s'était barré. Voilà, donc H1, il est là. Est-ce que je peux le faire un peu plus grand? Ouais, super. Voilà. Donc voici notre H1. Alors, ce qui est pas mal avec ça, c'est que maintenant on a la possibilité donc d'agir uniquement sur cette zone. Donc par exemple, H1, je vais lui dire d'avoir la couleur rouge. Ok. Et si je fais ça, ben, je vois plus facilement où je me suis arrêté et par où je vais continuer maintenant. Alors, en fait, par ligne, il n'y a pas 5 boutons, mais 6. Cette zone-là est un grand bouton aussi. Et quel est l'intérêt de ce bouton? Bah, c'est que quand on clique dessus, on désactive une sélection. D'ailleurs, c'est quelque chose qui peut arriver si on clique en dehors, sans faire exprès. Bam, ça désactive. Donc la sélection n'a pas été effacée, délétée, elle est toujours là, mais elle est inactivée. Donc l'intérêt d'inactiver une sélection, là elle est active, là elle est inactive, c'est que ça permet déjà de mieux visualiser les choses. On n'a pas tous ces petits carrés roses. Mais l'autre chose, c'est que s'il n'y a aucune sélection qui est active à un instant donné dans Pimol, un clic va démarrer une nouvelle sélection. Donc si je clique sur ce résidu, parce que c'est là que je me suis arrêté, que je fais ça, eh bien on voit qu'une quatrième ligne a été créée, et on a avec le mot par défaut cell, qui vient avec ces 5 boutons, et c'est elle la sélection active. Et donc, la philosophie de Pimol, c'est que tous les clics modifient la sélection active. Donc maintenant, je tourne autour de cette molécule, enfin de cette région hélicoïdale, et je poursuis jusqu'à ce que j'ai l'impression que la règle n'est plus respectée. Et là, la règle n'est plus respectée, non pas parce que j'ai une deuxième hélice qui arrive, mais parce que je rentre dans une zone qui n'est plus une hélice, mais ce qu'on appelle une jonction. Et en fait, alors, justement, l'idée, c'est est-ce que c'est cette hélice que je fais ou cette hélice-là? Mais dans les deux cas, à un moment donné, quand je m'éloigne de H1, j'arrive dans ce que j'appelle la boucle apicale. Et là, la boucle apicale, ben, c'est assez clair. Parfois, ça le sera moins, notamment pour la boucle de l'anticodon. Mais on voit bien que ce résidu-là, qui est le suivant, et ce résidu-là, qui est le suivant au précédent, hein, ça dépend comment on se place, lui, il interagirait bien, hein, il est à l'intérieur, mais alors lui, par contre, il ne veut rien savoir, il pointe complètement ailleurs. Donc, du coup, on a terminé notre deuxième hélice. Et de la même manière, je fais donc Rename Selection, je fais H2, et je vais lui donner une petite couleur verte. Voilà, et je désactive la sélection pour bien voir ce qui se passe. Voilà. Alors, le fait d'avoir fait ces sélections... Alors, on aurait pu faire tout ça sans garder les sélections. Hein. On aurait pu faire une sélection, faire en rouge, dégager la sélection. Mais l'intérêt, c'est qu'au fur et à mesure qu'on crée des sélections, après ça, on va pouvoir explorer et passer d'un domaine structural à un autre beaucoup plus facilement. Donc, par exemple, donc là, je peux dire, zoom-moi sur H1. Voilà. Zoom-moi sur H2. Voilà. Donc on peut vraiment, et quand on étudiera au niveau atomique, ce sera vachement pratique d'avoir ça, parce qu'on pourra très facilement se reposer sur Pimol pour qu'il nous cadre à l'endroit qu'on veut, plutôt que ce soit nous qui nous démenions avec les 3 mouvements dans l'espace 3D de notre souris pour cadrer par nous-mêmes. Et après on peut lui dire, ben voilà, maintenant tu cadres sur la molécule complète. Donc là, les deux sélections sont inactives, mais si je veux changer a posteriori, je peux activer H1, et donc tous les clics que je fais vont modifier H1, et etc. etc. Donc maintenant, l'idée, c'est, donc on va juste faire un truc, c'est que donc H2 est celui-ci. Alors, est-ce que H2 maintenant c'est celle-ci ou celle-ci? Parce que les deux sont reliés à H1. Et bien l'astuce, c'est de partir de l'extrémité 3', de courir le long du squelette sucre-phosphate et de voir en sortant de H1 si on tombe plutôt sur celle-ci ou sur celle-ci. Donc, si on suit le squelette sucre-phosphate, hop, je le suis là, et là je sors, je passe derrière, hein, on passe derrière, hop, je tombe sur la verte. Donc, du côté de l'extrémité 3', je tombe sur celle-là, et c'est celle-là que j'ai coloriée en vert, donc c'est celle-là que j'appelle H1. H2, pardon. Voilà. Hop.
Ça c'est H2. Ok. Alors maintenant, je vais faire exactement la même chose pour H3 et H4. Alors je vais déjà vous montrer ce qui sera H3 et hop, là, H3 et H4 pour moi. Donc H3, je souhaiterais que ce soit lui. Hein. C'est pas du tout une règle absolue, mais c'est juste pour qu'on soit d'accord. Hop. Et H4, ce sera celui qui portera ce qu'on appelle la boucle de l'anticodon. Voilà. Donc si je fais ça, H3, H3 c'est celle-ci, c'est celle qui est couchée, là, elle a l'air d'envelopper le TRNA. Alors là, les hélices sont un peu plus difficiles à démarrer du premier coup, là c'était plus clair, hein, parce qu'on avait vraiment démarré là. Le que ici, si vous regardez ici, bon, alors on peut démarrer une hélice en plein milieu. Hein. Donc je désactive les deux sélections pour en démarrer une nouvelle, et je vais cliquer là. Je vais parcourir, hop, je vais parcourir l'hélice dans un sens, jusqu'à avoir l'impression que je suis à son extrémité. Alors là, c'est un peu moins... Hein, vous le savez, dans la RNT, les hélices sont empilées 2 à 2. Donc ce qu'on a observé pour H1, H2, eh ben, on va l'observer aussi pour H3, H4. C'est-à-dire qu'on a l'impression... Alors c'est moins joli, mais ça reste vrai. On a l'impression que l'hélice là, elle continue ici. Hop, mais c'est pas vrai parce que les deux paires de bases qui sont là ne sont pas du tout, les deux résidus ne sont pas contigus des deux précédents. Lui est contigu de ce côté-là, mais de ce côté-là, il ne l'est pas. Il y a aussi ce trou et le backbone, il part vivre sa vie et revient plus tard. Donc on arrête là et de l'autre côté, on fait ça. Et là, on s'arrête parce qu'on rentre de nouveau, toujours la même logique, dans une boucle apicale et les deux résidus qui sont contigus dans la séquence, eh ben en fait, ils sont quand même pas trop en train d'interagir. En tout cas, il faut que je module mon propos. Hein. On verra sous la forme atomique qu'ils interagissent, mais pas de la manière qu'on dit classique 6 Watson-Crick, Watson-Crick. Il peut y avoir des interactions, c'est ça que je veux vous dire, mais là, dans cette approximation, dans cette vue approximative, là, c'est trop écarté. On s'arrête ici. On est clairement plus si interaction il y a dans un mode d'interaction tout à fait classique qui définit ce qu'on appelle une hélice. Donc là, j'ai H3, donc je renomme ma sélection. Je fais H3, je lui donne une petite couleur pour l'instant, je sais pas moi, un petit jaune, hop, voilà. Et je désactive ma sélection pour démarrer H4, et H4 démarre forcément là où je me suis arrêté, puisqu'il y a un effet d'empilement. Et là, on peut, suivant les personnes, on peut, et moi-même, suivant mon humeur, on peut ne pas être d'accord sur où cette hélice H4 va s'arrêter. Parce que plus on s'approche de la boucle de l'anticodon, plus les bâtonnets s'écartent. Hein, vous voyez, là elle commence, là encore plus, là terriblement plus. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il faudra qu'on regarde précisément dans la vue atomique, forcément. Donc là, pour l'instant, je reste, je vais dire, allez hop, pour ça, j'ai l'impression que c'est encore une jolie paire de bases qui s'empile sur la précédente, donc je vais m'arrêter là. Mais j'ai bien conscience que je vais devoir affiner cette zone de transition entre l'hélice et la boucle apicale, qu'on appelle dans le cas du TRNA la boucle de l'anticodon. Donc je renomme la sélection, je l'appelle H4, voilà, je la fais disparaître. Et là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas la colorier tout de suite, tout simplement parce que maintenant que j'ai mes 4 hélices, eh bien, je vais les colorier, mais je vais d'abord peindre tout la RNT en blanc, parce que je voudrais que toutes les jonctions maintenant apparaissent de la même couleur. Je voudrais qu'elles ressortent et qu'on voit bien comment ces jonctions apportent ce côté un peu exotique, foutraque de l'ARN, bien que ce n'est pas si foutraque que ça, hein, c'est très régulé, c'est sélectionné par des millions d'années d'évolution. Mais il y a ce côté repliement très exotique, où ça s'entortille, et c'est ça qui fait que un ARN peut adopter des formes très exotiques, et notamment que la RNT peut adopter cette forme de L inversée, alors que normalement il parle d'une feuille de trèfle. Donc je vais demander à toute la molécule de se colorier en blanc. Voilà.
Et maintenant, je vais donner des couleurs différentes à mes hélices. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est donner des couleurs qui sont un peu identiques si les hélices sont empilées. Donc les H1 et H2, je vais leur donner des couleurs un peu dans les rouges, donc un rouge un peu vif pour lui et un peu moins vif pour H2. Pour H3, un vert un peu vif et pour H4, un vert un peu moins vif. Voilà. Et donc là, on retrouve, euh, on retrouve la structure secondaire qui ressort au sein de la structure tertiaire. Donc on a nos couples d'hélices qui sont empilés 2 à 2, et ces deux couples sont placés de manière perpendiculaire, et l'empilement et le placement perpendiculaire est dû notamment, alors essentiellement à ce qui se passe ici, hein, puisque là la contribution de cette boucle apicale est quand même mineure, elle sert à autre chose, mais surtout dû à ce qu'on appelle des jonctions. Alors ces jonctions, c'est ce qu'on trouve dans tous les ARNT, donc là on est un peu dans une partie un peu plus théorique. Donc moi je fais beaucoup une analogie avec le corps humain parce que finalement c'est comme ça que je trouve que ça passe vraiment bien. Les ARN sont des organismes multibranchés, comme ces espèces de plants, des espèces de corps, qui ont des membres. Et ces membres, dans la majorité des cas, hein, sauf par exemple les extrémités terminales, dans la majorité des cas se terminent par ce qu'on appelle des boucles apicales. Et les boucles apicales sont toujours nécessaires parce que comme les structures sont formées essentiellement d'une seule chaîne de molécules, d'une seule chaîne moléculaire, eh ben, si vous voulez vous replier sur vous-même, ben, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait des résidus qui fassent ce rebouclage. Donc c'est ce qu'on appelle des boucles apicales. Donc les boucles apicales, c'est les jonctions les plus simples, la catégorie la plus simple. Et c'est celle qu'on connaît le mieux parce qu'on en accumule, on en a accumulé des tonnes, et on en accumule des tonnes. Alors les classes de jonctions se divisent d'après le nombre d'hélices qu'elles relient. Donc ici, les boucles apicales, elles partent de une hélice et elles reviennent sur la même hélice. Et ça, le côté coloration qu'on a fait sur notre TRNA va beaucoup nous servir pour ne pas se planter. Alors autant la boucle apicale de l'anticodon, c'est pas très difficile de se planter parce qu'effectivement c'est facile de ne pas se planter parce que c'est assez clair, c'est dégagé. Autant là, pour les deux boucles qu'on appelle dans le TRNA D et TPC, autant là elles s'embrassent, et c'est vraiment ça que les anglo-saxons utilisent comme terme, hein, un kissing complexe. Donc il faut faire très attention, et la couleur va nous aider parce qu'une boucle apicale, la logique c'est qu'on part d'une hélice et en suivant le squelette sucre phosphate, on revient sur la même hélice. Donc il y a vraiment ça. Alors que pour d'autres morceaux, vous allez voir, on peut partir d'une hélice, suivre le squelette sucre phosphate et revenir sur une hélice d'une autre couleur. Donc une autre hélice. Et quand on part d'une hélice et qu'on revient sur une autre hélice, ben c'est qu'on n'est plus du tout dans une boucle apicale, mais c'est un autre type de jonction. Alors le problème de la RNT, c'est qu'il n'y a pas de classe intermédiaire de jonction entre la plus simple, qu'on appelle les boucles apicales, et une compliquée qu'on appelle la jonction quadruple, qui relie donc 4 hélices. Mais en fait, dans les autres ARN, on peut trouver ce qu'on appelle des bulles internes qui coupent une hélice en deux, et en fait, ça fait deux hélices reliées par un point pivot. On a des jonctions triples et des jonctions donc quadruples, et on peut avoir beaucoup plus important dans des ribosomes, par exemple. On a des jonctions à 7, 8, 10, 12 hélices, mais là, c'est très compliqué. Alors, chaque jonction, pardon, classe de jonction, a un rôle. Et en fait, le but de ces jonctions, c'est de permettre à l'ARN d'explorer l'espace 3D dans le but d'agripper ou d'être agrippé. Un ARN peut s'auto-agripper, un ARN peut agripper un partenaire moléculaire. Et ce côté agrippé est en fait réalisé par les jonctions les plus simples qu'on appelle les boucles apicales. Quand on regarde les boucles apicales, quelle que soit leur taille, toutes les boucles apicales ont une caractéristique structurale commune, qui est que du fait du virage, il n'y a pas possibilité de stocker tous les résidus à l'intérieur de la boucle apicale. Dans une hélice, tous les résidus sont à l'intérieur. Dans une boucle apicale, certains résidus sont rejetés à l'extérieur. Et on s'en rend très bien compte sur la boucle de l'anticodon ici, où on voit vraiment dans ce mode de représentation les trois bâtonnets, comme une griffe, comme une main, qui sont dispo pour essayer de connecter quelque chose. Et c'est pour ça que l'analogie que je fais avec le corps humain est tout à fait celle-là, c'est-à-dire que les boucles apicales sont les extrémités des membres de ces bébêtes que sont ces ARN, et ce sont les pieds et les mains qui permettent d'agripper ou d'être agrippés. Alors là, dans la boucle de l'anticodon, il n'y a rien
qui est agrippé parce que il interagit surtout de manière intermoléculaire. Donc les partenaires qu'il a normalement qui interagissent avec lui à cet endroit-là sont les aminoacides d'RNA synthétase, par exemple, qui viennent tâter la boucle de l'anticodon pour voir si c'est le bon anticodon pour mettre le bon aminoacide, sinon l'individu a un souci. Et c'est notamment, un peu plus tard dans son cycle de vie, le tRNA va serrer la pince à un autre ARN qu'on appelle un ARN messager, et ça va être le décodage de l'information génétique avec l'interaction codon-anticodon. Par contre, les deux autres boucles apicales là, D et T psi C, elles sont différentes en taille et en séquence, mais elles ont aussi ce pattern qui fait que certains résidus sont à l'intérieur et d'autres sont à l'extérieur. Et le fait qu'ils sont à l'extérieur, ces deux boucles interagissent ensemble. Et là, dans la structure, on voit que ces deux boucles se suffisent à elles-mêmes. La nature les a sélectionnées pour être vraiment extrêmement complémentaires l'une de l'autre, et elles stabilisent le coin du L inversé du tRNA. C'est un domaine extrêmement contraint et une mutation dans un gène est très difficile à placer sans que ça perturbe ça localement. Et si c'est perturbé, bah, ça peut poser un problème pour l'individu, ça peut faire une maladie, une sensibilité à une peinture, une plus grande susceptibilité d'être malade vis-à-vis d'un pathogène, et ça peut même être létal dans certains cas. Mais là, dans ce cas-là, l'individu ne peut pas transmettre cette situation à la génération suivante. Euh, donc voilà pour les boucles apicales. Donc ça fait ici, c'est très très imbriqué. C'est ce qu'on appelle un kissing complexe chez les anglo-saxons. Donc ces deux boucles apicales s'embrassent. Les kissing complexes, par exemple, c'est quelque chose qu'on retrouve. Ces toutes petites règles structurales sont à la base de mécanismes très importants. Par exemple, le virus du sida, c'est un rétrovirus. Son génome est formé de 9000 nucléotides. Et il a besoin pour se répliquer, il a besoin de faire un génome qu'on appelle dimérique. Donc les deux molécules ont besoin d'interagir ensemble. Et l'interaction se fait au niveau d'une toute petite tige boucle, avec donc une boucle apicale qui a une séquence palindromique, donc en fait c'est autocomplémentaire. Et c'est en faisant ce kissing complexe entre ces deux grosses molécules de 9000 nucléotides, en faisant un kissing complexe sur 6 nucléotides seulement, eh bien c'est là que ça amorce la réplication du virus. Et donc il y a des labos qui étudient comment bloquer ce point d'initiation pour empêcher le virus. Donc vous voyez, des règles structurales qu'on retrouve un peu partout sont des choses très importantes pour essayer d'avoir des idées d'approche expérimentale pour essayer de, par exemple, bloquer le développement d'une maladie. Alors, donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va on va faire une sélection pour chacune de ces boucles apicales. Et après, je parlerai de la dernière jonction, qui est la jonction quadruple. Et la jonction quadruple, elle est beaucoup plus difficile à sélectionner du premier coup, parce que la jonction quadruple, elle est fragmentée sur 4 sites différents. Donc c'est moins facile à sélectionner que de simplement suivre le squelette sucre-phosphate des boucles apicales, et c'est pour ça qu'on sélectionne tout, et ce qui restera, ce sera la jonction quadruple. Donc je vais commencer par la plus facile des boucles apicales, c'est la boucle de l'anticodon. Je désélectionne tout, et je suis le squelette sucre-phosphate. Donc si pour la boucle apicale, ça ne paraît pas si nécessaire de suivre le squelette sucre-phosphate, parce que c'est quand même assez facile, pour les deux autres, ce sera quand même plus nécessaire. Donc je vais donner à chaque boucle apicale le même numéro que l'hélice qui la porte. Donc là, cette boucle apicale, elle coiffe H4. Donc je vais l'appeler AL4 pour apical loop 4. Et je vais lui donner une petite couleur magenta. Voilà. Je la désactive et maintenant je vais passer à... Hop là. Pas super ma souris. Je vais passer aux deux boucles apicales qui sont là. Alors je vais commencer par la plus simple qui est celle-ci, qui coiffe H2. Donc là je suis le squelette sucre-phosphate. Et là il faut vraiment bien faire tourner sa molécule pour ne pas sauter d'une boucle apicale à l'autre. Hein. Si par exemple je tourne comme ça et que je ne fais pas bouger ma molécule, on peut rapidement croire que ce bâtonnet-là, c'est un résidu qui est de cette boucle. Alors qu'en fait pas du tout. C'est un résidu qui vient de l'autre boucle, mais qui pointe vers la boucle que je suis en train de faire, parce qu'elles interagissent. Donc celui-là, il ne faut pas le sélectionner. Hop, hop, et je fais ça. Voilà, je fais un peu tourner pour voir si j'ai pas fait de trou, et je vais faire une couleur magenta. Bim, et je vais renommer ça en HAL2, puisque ça coiffe l'hélice. Voilà. Je regarde un petit peu si tout se passe bien. Ouais, ok.
Maintenant, je désélectionne et je fais la plus compliquée. Celle-là, c'est la plus compliquée pour deux raisons, parce qu'elle est un peu plus grande et surtout, elle interagit aussi bien avec cette boucle apicale-là qu'avec la jonction quadruple. Vers le bas de cette boucle apicale, il y a des résidus qui interagissent avec la jonction quadruple. Donc il faut faire... Là, maintenant, ce sera plus facile la partie du haut parce que j'ai mis dans une couleur l'autre boucle apicale. Mais là, donc là, ce sera bon pour cette partie-là, je devrais m'en sortir mieux. Mais là, il faut faire attention, il y a des résidus blancs qu'il ne faut pas embarquer parce que c'est la jonction quadruple. Donc on va vraiment y aller doucement, on va partir du 5', enfin pas forcément du 5' vers le 3', c'est ce qu'il faudrait faire, mais il suffit juste de suivre le squelette sucre phosphate. Voilà, je fais tourner, et là il faut faire attention, celle-ci n'est pas embarquée, celle-ci je ne l'embarque pas, par contre celle-ci il faut la prendre avec. Voilà, ok super. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais la renommer en AL, donc 3. Et je vais lui donner une couleur magenta, mais un peu plus terne, hein, pink. Comme ça, en lui donnant une couleur différente, je vais vraiment bien voir comment je vais pouvoir bien distinguer ces deux boucles apicales et voir comment elles sont en train de s'embrasser. Voilà. Alors maintenant que ça c'est fait, et ben maintenant il faut que je fasse la jonction quadruple. Alors la jonction quadruple, normalement, elle a 4 points, 4 zones. Mais si je regarde, alors évidemment je ne parle toujours pas de l'extrémité 3', hein, celle-là ne m'intéresse pas dans cet TD, je vois qu'il n'y a que 2 fragments en blanc que je n'ai pas encore sélectionnés. Alors ça c'est dû à quoi? C'est dû tout simplement au fait que ce n'est pas nécessaire qu'il y ait forcément des résidus qui fassent la jonction entre une hélice et une autre. Et effectivement, si je regarde, entre l'hélice H1 en rouge ici et l'hélice H2 en rouge un peu plus terne, j'ai ici une jonction qui est directe. C'est-à-dire il n'y a pas de résidus, la nature n'a pas inséré, n'a pas favorisé l'insertion de résidus pour faire la jonction. Donc entre H1 et H2, sur mon schéma ici, eh bien j'ai 0 résidu. Je fais juste comme ça. Voilà. Et j'ai le même phénomène au niveau de H2 et de H3 et H4, pardon, ici. Ici, les deux verts sont en transition directe. Donc, quand je sors d'une hélice, je rentre directement dans une autre. Donc, entre H3 et H4, j'ai ça. Par contre, ce n'est pas possible pour des questions de construction moléculaire, de gènes stériques, de tout ce que vous voulez, de géométrie, de chimie. C'est pas possible d'avoir tout à zéro. Donc ici, il y a des résidus. Et effectivement, c'est ce qu'on observe. Donc j'ai un résidu, j'ai un morceau à 4, 1, 2, 3, 4, parce qu'il y a 4 bâtonnets. Ah bah non, j'ai fait une erreur. Alors c'est très bien. Vous voyez, typiquement j'ai fait une erreur. Là j'ai sélectionné trop. Donc je vais corriger mon erreur, ce qui va permettre, je suis allé trop vite, ce qui va permettre de voir comment on peut corriger une erreur. Ici le bâtonnet qui est là, je suis allé trop vite. Il n'a pas de partenaire en face. Il n'a pas de partenaire. Donc lui, là mon hélice verte claire, ma H4, qui est ici, elle n'a pas le nombre de résidus de part et d'autre. Ce résidu-là, il fait partie de la jonction quadruple. Donc je le sélectionne. Pardon. Delete selection. Je vais prendre H4 et je vais cliquer dessus pour l'enlever de la sélection. Donc voilà, donc a posteriori, je peux modifier une sélection. Et là, maintenant, je vais faire une petite bidouille pour qu'il redevienne blanc. Donc je vais sélectionner celui-là, parce que vous voyez, quand on désélectionne, il ne reprend pas une autre couleur. Une fois qu'il est peint, il est peint. Donc du coup, je vais prendre cette petite sélection temporaire que je ne vais pas renommer, je vais la garder comme ça, juste pour le coup de le remettre blanc. Et je la dégage. On peut déléter une sélection si on veut. Voilà. Et là, du coup, maintenant, on est bien. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, on a bien nos 4 résidus d'un côté et 2 résidus de l'autre. Alors, c'est où que se font... Alors, je vais la sélectionner, cette jonction quadruple. Donc, je sélectionne tout. Donc, voici le début de la sélection. Hop, 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 hop. Les 4 qui sont là et les 2 qui sont là. Voilà. Ça fait une seule sélection. Parce que c'est une jonction quadruple. Alors la jonction quadruple, c'est aussi là où c'est lié directement les hélices. Mais j'ai rien à sélectionner, donc je ne peux rien mettre dans ma sélection. Mais ça n'empêche pas que ça fait quand même partie
topologiquement de la jonction quadruple. Donc cette sélection-là, bah, je peux l'appeler rename selection four-way junction, c'est ce que je vous ai mis dans le corrigé que je vous ai envoyé. Hop, pas A, mais four-way junction, on appelle ça jonction quadruple, four-way en anglais. Voilà, et je vais lui donner une petite couleur, je sais pas moi, jaune par exemple. Voilà. Hop. Voilà. Donc si je zoome sur la molécule complète, voici mon tRNA. Annoté structurellement. Alors, le fragment A4 et le fragment A2, où sont-ils? Bah, sur la base des couleurs, c'est pas difficile. Hein. En fait, le fragment, c'est entre H2 et H4. Donc le fragment A4 résidu, il est là. Bim. Et le fragment A3 résidu, il est... Hop là. A2 résidu, pardon. Il est là. Voilà. Alors, dans un tRNA, cette région-là, ce morceau de la jonction quadruple s'appelle la boucle variable. Ça, vous l'avez appris. C'est une caractéristique de la famille d'ARNT, c'est-à-dire que ce morceau peut avoir une taille plus ou moins importante, comme s'il avait un membre supplémentaire qui pousse au niveau de ce tronc-là. Et alors, ça ne veut pas dire que quand on a une jonction quadruple, on a un des endroits qui s'appelle une boucle variable. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est dans le cas du tRNA, pour sa jonction quadruple, un des morceaux, on a observé une taille variable. Et si on regarde structuralement, eh ben on va se rendre compte que ce n'est pas surprenant que ce soit ce morceau et pas l'autre, parce que c'est un des moteurs d'évolution de l'ARN. L'ARN peut accumuler des domaines entiers, hein, il peut lui pousser des choses comme ça, où il va accumuler des résidus avec les millions d'années d'évolution. Et à un moment donné, ça va donner une nouvelle hélice qui va grandir, et puis surtout à un moment donné, même si ça n'a pas de fonction tout de suite, et ben plus tard ça va rencontrer un partenaire, ou ça va se replier sur lui-même, et ça va donner une nouvelle opportunité. Mais la faculté de l'ARN, c'est de pouvoir mettre de côté, d'accumuler une potentialité, sans que ça gêne le repliement du cœur structural de la molécule. Et ça, c'est important parce que si ça devait gêner, à ce moment-là, eh bien, l'ARN ne pourrait plus se replier correctement, il ne pourrait plus jouer son rôle biologique, et l'individu qui a eu l'apparition de ce domaine ne pourrait pas le transmettre à la génération suivante parce que ce serait létal. Donc l'ARN peut accumuler des choses sans que ça gêne et transmettre ça à la génération suivante pour que ça se modifie au fur et à mesure des années, des millions d'années. Et quand vous regardez le fragment A4, si vous le regardez comme ça, le tRNA, il peut grossir ici et on peut avoir toute une zone qui se rajoute de côté sans que ça gêne l'ARNT. Par contre, si ça avait été l'autre fragment, ça aurait été plus délicat, c'est pas possible. La nature l'a peut-être testé, hein, mais ce n'est pas arrivé jusqu'à nous parce que ça provoque des clashs. Voilà. Donc maintenant qu'on en est arrivé là, on a fait le travail. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est il faut passer en mode atomique. Et pour passer en mode atomique, c'est tout simple. Maintenant, il faut il faut affiner nos hélices parce que parfois on les a peut-être fait un peu trop courtes, un peu trop longues. Et il faut regarder les interactions et passer donc maintenant à des choses plus fines. Donc pour ça maintenant, et ça on va pas le faire, ça c'est plutôt le semestre suivant, on peut cacher le mode cartoon pour toute la molécule et lui demander un mode lines. Voilà. Donc là maintenant on a récupéré toute la vue atomique, mais ce qui est intéressant c'est que maintenant c'est annoté structuralement, comme on aurait annoté un génome. Donc là, tout de suite, on voit en jaune la zone où il y a la jonction quadruple. On voit en magenta les boucles apicales et le reste, les hélices qui sont empilées. Donc on a vraiment annoté et ce sera plus simple pour faire la suite du TP. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.